Merci, merci. Voilà, j'ai compris. Voilà. Merci de m'avoir invité et puis à présenter donc ce travail qui est un travail, comment dire, à la fois conséquent sur le plan empirique et néanmoins assez modeste dans ses buts. Hein, le titre, voilà, est fait d'une activité de programmation sur l'acquisition des mathématiques en fin de primaire. Bon, voilà, l'un des intérêts de le présenter dans ce cadre-là, c'est qu'effectivement, c'est un essai contrôlé, randomisé. Évidemment, on n'a pas du tout la prétention de dire le tout de la programmation informatique et de ses liens avec les acquisitions mathématiques, mais plutôt de poser un certain nombre de questions justement sur les liens entre ces deux domaines et essayer de faire un peu le point déjà de la littérature, des questions qui se posent, et puis du coup des questions que soulève notre propre étude. Alors, notre étude, elle s'appelle Expire. Alors, je vais essayer de faire défiler mon truc, voilà. Projet Expire, donc expérimenter la pensée informatique pour la réussite des élèves. Les résultats principaux ont été publiés dans Learning and Instruction assez récemment. Donc voilà, c'est accessible, ça, si vous voulez plus de détails. Et le projet Expire, en fait, il vient de programme d'investissement à venir. Hein, c'était l'action éducation numérique pour l'excellence éducative, plus connue sous le nom de IFRAN. On a été l'un des 22, je crois, projets lauréats de l'action éducative IFRAN qui mêlait les aspects informatiques et éducatifs, donc numériques et éducatifs, avec une nécessité d'évaluation de ce qui était mis en place. Alors, je vais vous parler donc du contexte et des fondements théoriques de l'étude. D'abord, le contexte général sur le numérique. Évidemment, on vit dans un monde numérique de plus en plus numérique, je dirais, et puis nos enfants vont être amenés à évoluer dans ce monde-là. Donc, on comprend tout à fait que l'école ne puisse pas s'en désintéresser, qu'elle cherche à l'investir, tant du point de vue, je pense, d'une éducation aux pratiques numériques que de l'effet de l'introduction du numérique en tant qu'outil en faveur des apprentissages. Donc, l'introduction du numérique à l'école, on est loin des temps des années 1980 où on mettait, je ne sais plus, c'était des Amstrad, je crois, dans les classes, avec l'idée que mettre un ordinateur allait probablement faire de bonnes choses. Donc, bien sûr, il y a de la fourniture de matériel, il y a des salles informatiques dans les collèges et dans les lycées, il y a des ordinateurs dans les écoles. Parfois, il y a des tablettes, mais évidemment, l'introduction du numérique à l'école, ça ne se limite pas à de la fourniture de matériel. Et le numérique à l'école, de plus en plus maintenant, vise à initier les élèves à ce qu'on appelle de manière assez globale et assez générale, hein, la pensée informatique. Voilà. C'est un terme un peu générique qui s'est imposé, disons, dans les dernières décennies. Alors, de manière très générale, qu'est-ce que ça veut dire la pensée informatique? C'est savoir appréhender un problème et sa solution à différents niveaux, réfléchir aux tâches à accomplir sous forme d'une série d'étapes, donc ce sont les algorithmes, hein, décomposer un problème en plusieurs problèmes simples, réutiliser ou généraliser des problèmes et des solutions. Voilà, c'est très général, hein, ce que je dis, mais voilà, c'est pour bien montrer que c'est pas du tout quelque chose qui est limité à un aspect manipulation d'outils informatiques.
vraiment quelque chose qui est lié à, disons, l'algorithmique, la programmation. Donc évidemment, il y a un enjeu très important de l'éducation au numérique. Et derrière tout ça, il y a l'idée qu'on va véritablement mettre les élèves non pas simplement dans des activités de consommation, hein, c'est-à-dire de simple utilisation de logiciels ou de matériel, mais vraiment dans des situations de production, notamment de production d'algorithmes et de programmes. C'est un enjeu qui est un enjeu mondial. Hein. Lorsqu'on regarde dans la littérature internationale, on s'aperçoit qu'évidemment, tous les pays se posent cette question-là. Donc se pose la question de l'introduction du numérique dans les classes. Alors, de manière assez générale, évidemment, il faudrait regarder pays par pays ce qui se réalise, mais bon, voilà, on n'a pas vraiment le temps de le faire. Les situations diffèrent un peu selon qu'on est au secondaire ou au primaire. Bien souvent, dans l'enseignement secondaire, les pays font le choix, au moins en partie, d'avoir un enseignement numérique propre, c'est-à-dire au sein de la discipline des sciences informatiques. Par exemple, vous savez sans doute qu'il y a eu une création toute récente en France du CAPES, donc un nouveau CAPES qui s'appelle Numérique et sciences informatiques. Donc voilà, on a des profs maintenant de numérique et sciences informatiques qui enseignent cette discipline, notamment dans les lycées. Au primaire, le choix qui est le plus souvent fait, c'est que le numérique n'est pas enseigné en tant que tel, c'est-à-dire dans le cadre d'une discipline informatique, mais plutôt comme un support à l'acquisition d'autres disciplines. On va se servir du numérique comme d'un outil qui va permettre, voire faciliter des acquisitions fondamentales dans d'autres domaines, et en particulier dans celui des mathématiques. Donc, on est vraiment là dans la situation où on se dit, tiens, finalement, qu'est-ce qu'on peut gagner à introduire du numérique, mais par rapport à des apprentissages qui sont, eux, des apprentissages évidemment ancestraux à l'école. Alors, dans ce cadre-là, la pensée numérique, elle est souvent vue, conceptualisée, quand on regarde la recherche, comme étant justement cette espèce de véhicule à l'acquisition d'autres notions, et en particulier du fait du lien avec l'algorithmique, de ces liens avec les notions mathématiques. Comment tout cela est pensé? Eh bien, très souvent, oh pardon, excusez-moi, je suis allé un peu trop vite. Voilà. Très souvent, la pensée informatique est considérée comme étant, est présentée en tout cas comme étant une compétence intellectuelle générale, une pensée abstraite qui, du coup, devrait être facilement transférable à d'autres domaines. On voit très bien cette conception, par exemple, dans les termes de Janet Wing, qui est une personne très, très connue du champ de la pensée informatique, qui dit que les bénéfices éducatifs du fait d'être capable de penser, d'avoir une pensée informatique, en commençant par l'utilisation d'abstractions, va améliorer et renforcer les habiletés intellectuelles et ainsi peut être transféré à tout domaine. Voilà. On a un peu... Alors, ce que je vais essayer de vous dire là, c'est qu'il me semble que énoncer comme ça, c'est
en réalité, c'est davantage un postulat que réellement quelque chose d'extrêmement bien étayé dans la littérature, notamment du point de vue de la question du transfert. Vous voyez, la définition de Janet Wing, elle embarque en quelque sorte le postulat de transfert. Alors, évidemment, le transfert, c'est la grande question de l'apprentissage, puisque dès lors, effectivement, qu'il y a apprentissage, normalement, il y a transfert. Hein, on n'est pas juste dans une activité de recopie d'une activité strictement identique, mais on doit un tant soit peu transférer à d'autres situations. Alors, on sait que le transfert, il est conceptualisé comme étant tantôt proche, tantôt lointain. Proche quand la situation d'apprentissage et la situation de réinvestissement ont beaucoup d'éléments communs, lointain quand il y a peu d'éléments communs, et puis que ce transfert, il peut être alors implicite, ce que les anglo-saxons appellent low road, ou il peut être explicite, high road, c'est-à-dire que le transfert, il peut être explicitement indiqué. Par exemple, on pourrait imaginer qu'un enseignant dise, vous voyez, là, par exemple, on a fait ça, vous voyez, il y a des éléments communs entre les deux situations, et donc ces éléments communs, vous devez les rechercher, enfin voilà, et c'est ce qui vous doit donner le signe que vous pouvez transférer vos connaissances. Donc, j'en reparlerai probablement dans le cadre de la présentation spécifique de l'expérimentation. De plus, les mathématiques ont une certaine spécificité qui font que des chercheurs comme Duval, par exemple, ont montré que comment dire, un même concept mathématique peut être exprimé dans différents registres. Hein. Par exemple, je peux montrer sur un graphique une droite de régression, hein, et puis je peux en même temps écrire y égale à x plus b, donc une fonction affine. Donc, ce sont les deux mêmes choses, mais encore faut-il les reconnaître. Les registres ne sont pas les mêmes, et Duval dit que la compréhension profonde des concepts bénéficie finalement de ce travail dans plusieurs registres, ou en tout cas être capable de reconnaître le même concept dans plusieurs registres, donc registre graphique, algébrique, géométrique, et pourquoi pas éventuellement algorithmique, si vous voyez où je veux en venir. Alors, quand on fait un peu un état de l'art, quelles preuves on a réellement de bénéfice finalement du numérique pour les apprentissages? J'aurais tendance à dire que les preuves à l'appui sont peu nombreuses, ou en tout cas, les preuves, disons, solides, sont relativement peu nombreuses. Il y a des choses, il y a plein de choses, il y a des choses prometteuses, mais il y a aussi beaucoup de littérature qui est quand même, comment dire, assez peu convaincante, si vous voulez, du point de vue de la force des preuves qui sont annoncées. Alors, je rappelle juste que l'hypothèse hein, que disons la programmation peut servir à l'apprentissage, elle vient de loin, elle vient déjà de Papert hein, et de son constructionnisme, qui avait développé le langage Logo pour ça. Et évidemment, un des problèmes de Logo, c'est que c'est un langage de programmation écrit, il faut taper des lignes de code, et la complexité même du programme rend les choses difficiles parce que la programmation est elle-même difficile à acquérir et donc pose des problèmes qui sont propres à ça. Alors évidemment, maintenant, ce dont on dispose, c'est des logiciels à programmation visuelle. Hein. Vous allez voir, par exemple, dans Scratch, on emboîte des briques hein, comme des puzzles. Donc, on règle cette question de la complexité de la syntaxe de programmation. Néanmoins, comme je vous l'ai dit, il me semble qu'on a assez peu de recherches vraiment convaincantes. Nous, ce qu'on a vu dans l'état de la littérature, c'est que souvent, par exemple, on a des effectifs extrêmement faibles. Les expériences randomisées sont rarissimes.
Parfois, on n'a pas de groupe contrôle. Parfois même, on n'a pas de mesure d'acquisition standardisée. Néanmoins, est-ce que ça veut dire qu'on n'a rien? Non, on n'a pas rien non plus. Il y a quand même des choses qui indiquent des résultats un petit peu, disons, qui pourraient paraître prometteurs et peut-être confirmer certaines hypothèses. Par exemple, on trouve ça dans une méta-analyse assez récente de Scherer. Mais quand on regarde les études, elles sont extrêmement diverses, en fait. Et c'est vrai que, par exemple, on a de la programmation Lego robotique, on a aussi des études qui viennent de logiciels complètement, enfin, qui sont maintenant obsolètes, Logo, basique, langage extrêmement basique, etc. Enfin, des langages qu'on n'utilise plus. Et puis, le lien avec les compétences, notamment les compétences mathématiques, voilà, c'est extrêmement divers. Alors, vous allez me dire, c'est un peu le jeu des méta-analyses, bien sûr. Mais en tout cas, nous, on a fait le constat quand même d'un manque de recherche empirique récente et vraiment très concluante sur le transfert d'apprentissage de la programmation aux acquisitions mathématiques. Et d'ailleurs, quand je dis ça, enfin, c'est partagé par au moins tous les auteurs que je vous cite là. Alors néanmoins, il y a une étude qui est quand même particulièrement convaincante, rigoureuse, qui est un essai randomisé. C'est l'étude ScratchMath, donc qui utilise le logiciel Scratch. Il y a un groupe qui fait Scratch, un groupe qui ne fait pas Scratch, etc. Les élèves ont été suivis sur 2 ans. Et ils ont étudié les effets de la programmation avec Scratch sur l'acquisition de la pensée informatique, voilà, donc sur de la construction algorithmique, et sur les compétences mathématiques. Alors, ce que montre cette étude, c'est un effet positif, mais très faible sur la pensée informatique, de l'ordre de 10% d'écart type, et aucun effet significatif sur les compétences mathématiques. Néanmoins, pour intéressante que soit cette étude-là, vous vous doutez bien que sur 2 années, évidemment, toutes les séances de maths du groupe Scratch n'ont pas été faites avec Scratch. C'est donc forcément un mix de séquences Scratch, de séquences mathématiques avec Scratch, et de séquences plus traditionnelles. Donc on a un effet, disons, général, mais qui n'est pas purement, si vous voulez, isolément du Scratch. Si vous voulez. Alors, par ailleurs, on a aussi quelques hypothèses possibles, disons un peu médiatrices vis-à-vis des apprentissages, qui seraient liées à des phénomènes connatifs. Par exemple, le numérique est souvent vu comme étant plus motivant. C'est vrai que en général, les élèves aiment bien travailler sur ordinateur, sur support numérique. Un des énormes avantages des logiciels, des didacticiels, etc., c'est de donner, par exemple, des feedbacks qui sont complètement neutres affectivement. On n'a pas peur de décevoir le prof ou de se montrer ridicule, etc. C'est juste l'ordinateur qui dit comme ça et très rapidement, c'est juste, c'est faux, etc. Et avec des feedbacks qui sont strictement appropriés à la réponse. L'ordinateur, il ne va pas vous dire « oh là là, tu n'as pas suffisamment persévéré ». Donc des feedbacks dont on sait qu'ils sont normalement appropriés aux apprentissages. Et ensuite, on peut peut-être aussi supposer que travailler sur du numérique peut peut-être réduire l'anxiété mathématique. On sait, avec les travaux d'Ashcraft, par exemple, que l'anxiété mathématique est un phénomène très, très courant, très répandu, et qui est un véritable frein aux apprentissages mathématiques. Donc, évidemment, tout dispositif qui réduirait cette anxiété mathématique serait probablement bienvenu. Et après tout, on peut imaginer des situations qui étaient un peu ce qu'on espérait faire nous d'ailleurs,
qui était de dire, ben voilà, en fait, on fait des maths, mais sans dire qu'on fait des maths, quoi. Alors, l'expérimentation expire elle-même. Pascal, Oui, je peux te poser une question? oui, bien sûr, bien sûr. Juste une petite question, comment toute cette littérature s'articule? Parce que moi j'ai l'impression qu'une des raisons pour lesquelles les gens pensent que voilà, utiliser l'informatique ça peut être utile en termes de pédagogie, c'est aussi du fait de la possibilité de vraiment personnaliser l'apprentissage et de focaliser sur et de vraiment de personnaliser sur les problèmes de l'enfant, ce que par définition le prof peut pas faire face à une classe entière, quoi. Comment est-ce que ça s'articule? Parce que quand tu dis sur la motivation, j'ai l'impression il y a peut-être aussi ce paramètre-là, non? Oui, alors c'est un petit peu une des choses sur lesquelles enfin, comment dire, sur lesquelles nos résultats peuvent nous conduire. C'est-à-dire que est-ce que finalement le numérique, c'est un outil qui est très adapté à des leçons, à remplacer finalement la leçon, hein, la leçon classique, etc. Ou est-ce qu'on ne peut pas en tirer un meilleur parti dans des activités qui seraient vraiment des activités complémentaires? euh, Pendant des moments dédiés, par exemple, où certains élèves, à un moment donné, pourraient aller travailler sur l'ordinateur et du coup avoir une espèce de progression un petit peu particulière. Et je pense qu'en effet, il y a un intérêt à ça, à la possibilité de personnalisation, et que par exemple, plutôt que d'aller, je sais pas, quand on a fini un exercice, plutôt que d'aller au coin lecture, hein, on va au coin, mettons, au coin ordinateur pour travailler sur des choses comme ça. Euh, donc, je pense qu'il y a effectivement une vraie utilité à ça. Il y a probablement une source d'exploitation très très forte là. Moi, ce que je vais essayer de montrer à travers nos résultats, c'est que euh, considérer l'outil comme étant un outil d'enseignement qui remplacerait, disons, le cours traditionnel, entre guillemets, là, c'est probablement effectivement beaucoup plus limitant. Donc voilà, donc ça me permet d'ailleurs de rebondir sur le fait que comment dire, les conclusions de l'étude, effectivement, ne sont pas du tout pour dire, enfin, ils n'ont ni l'ambition ni la capacité, hein, à dire, voilà, il ne faut pas de numérique à l'école, ou, enfin, etc. Je pense qu'évidemment, il y a un vrai intérêt à ça, mais pas dans n'importe quelle condition. Alors, notre objectif à nous, c'était tout simplement d'essayer de contribuer à la réflexion de l'introduction de la pensée informatique, hein, comme véhicule d'apprentissage. On va travailler sur l'école primaire, et donc, comment finalement est-ce qu'on peut s'en servir? Nous, ce qu'on a essayé de voir, c'est est-ce qu'on peut construire finalement des séquences d'enseignement mathématique avec Scratch, donc le logiciel que je vous présenterai tout à l'heure, pour étudier des notions, enfin pour enseigner des notions mathématiques, en l'occurrence la division euclidienne, la décomposition additive et les fractions. Alors, Scratch, qu'est-ce que c'est? C'est un logiciel qui a été développé au MIT, qui a été développé pour les enfants. C'est un vrai langage de programmation, mais c'est de la programmation visuelle, donc qui évite les problèmes de syntaxe, qui évidemment fournit des feedbacks directs aux élèves. Et c'est un logiciel qui est assez diffusé dans les classes, hein, il est libre, c'est l'un des plus utilisés en classe. Ça se présente comment? Ben, c'est une interface graphique. Alors du coup, je vous montre quelque chose qui a trait aux séquences qu'on a fait faire. Par exemple, ici, c'est le travail sur la décomposition additive. Donc, vous savez, les décompositions additives, vous avez un nombre, etc., puis vous devez le décomposer en milliers, en centaines, en dizaines et en unités. Et donc, les élèves doivent réaliser ça donc sur Scratch. Et pour ça, ils ont à disposition, vous savez, c'est une espèce de pièces comme ça qui s'emboîtent les unes dans les autres comme des puzzles.
Par exemple, vous avez ici une pièce qui dit répéter 5 fois. Donc, répéter 5 fois et à l'intérieur, je peux mettre ajouter 1000. Vous voyez, j'ajoute 1000 et je répète 5 fois ça. Je vais répéter 4 fois, ajouter 10. Je vais répéter 7 fois, ajouter 1, par exemple. Vous voyez, voilà, donc je choisis hein, mes pièces comme ça. Donc, je construis un algorithme finalement. Mais c'est un algorithme fait de pièces, quoi. J'exécute le programme. Donc, si je fais tout ça, je vais tomber sur le nombre 5047, qui est justement ce qu'on me demandait, le nombre qu'on me demandait de décomposer. Évidemment, donc, il y a une correspondance entre l'algorithme qui est fait sous Scratch et l'écriture algébrique. Donc là, je vous présente, je vous montre ce slide là pour vous présenter Scratch, mais évidemment, c'est les séquences. Et évidemment, dans les séquences qu'on a données, on demande bien sûr à l'enseignant de faire le lien entre l'écriture algorithmique et l'écriture algébrique, de manière à faciliter le high road transfer, le transfert explicite. Pascal? Oui. Pascal, ouais, du coup, peut-être pour prolonger la question de Nina au fond. Donc, en fait, ce que vous faites, c'est pas vraiment de l'apprentissage du code. C'est de l'algorithmie à travers un outil numérique qui permet de visualiser la démarche algorithmique, qui en fait est du code, mais qui dit pas vraiment son nom ici vis-à-vis des enfants, j'imagine. Donc c'est un peu un mélange de ces deux choses-là. C'est à la fois enseigner la multiplication, dans ton exemple, enseigner la multiplication à travers un raisonnement algorithme, et à la fois avoir un outil numérique pour travailler cette compétence, c'est ça? C'est ça. En fait, c'est même, c'est presque dans l'autre sens. C'est-à-dire il travaille sur l'algorithme pour ensuite acquérir, pour faire le lien avec le truc algébrique. D'accord. Donc, mais effectivement, du coup, ce n'est pas des lignes de code, c'est sûr. Ce qui pose des problèmes terribles aux enfants. Je vous montre une autre manière hein, c'est toujours Scratch, mais là, par exemple, c'était ce qu'on leur demandait de faire sur la division euclidienne. Alors, excusez-moi, comme c'est une image, je n'ai pas pu mettre en français les choses, mais oui, l'idée, c'est que là, c'est pour la division euclidienne, donc les élèves vont devoir atteindre un certain nombre et ils vont devoir l'atteindre en répétant un certain nombre de pas, de faire des sauts. Donc, par exemple, faire un saut de 6 ou de 9, etc. Et là, par exemple, en dessous, je vous ai mis une partie de la documentation qu'on a livrée aux enseignants. Par exemple, là, c'est les consignes sur un exercice, vous voyez, dans un programme Scratch, donc permettant au lutin, bon là, le lutin, vous ne le voyez pas, mais de se rendre exactement à la case cible. Et pour ça, on leur dit, vous n'avez le droit d'utiliser qu'un seul type de saut, à choisir entre 1 et 9, et vous pouvez l'utiliser autant de fois que vous le souhaitez. Puis de temps en temps, on leur met des cases bombes qu'ils doivent éviter. Voilà. Donc, voilà. Alors, je précise une chose, c'est que ces séquences-là, Expire, ça a été un travail de collaboration entre une équipe de sciences de l'éducation, une équipe de didactique des maths, une équipe d'informaticiens. Et donc, ces séquences-là, elles ont été spécifiquement conçues par des didacticiens des maths, en collaboration en tout cas avec des didacticiens des maths. Donc voilà, j'avais mis ça pour être sûr de ne pas l'oublier dans la présentation. Donc voilà, on vise absolument pas, à travers cette étude, à évaluer Scratch en lui-même. C'est un outil de programmation. On cherche plutôt à évaluer l'effet d'enseignement fait à travers de la programmation. Et il se trouve que cette programmation utilise le logiciel Scratch. Même si, évidemment, oui. Quand tu parles de transfert, du coup, de ce que j'apprends là en faisant ce petit jeu
à est-ce que j'arrive à faire la division quand on me demande de faire une division, j'ai l'impression que c'est très capacité métacognitive, quoi, à comprendre qu'en fait les deux étaient le même exercice et que donc si quelqu'un m'explique bien que c'est le même exercice et me fait le lien, ça va pouvoir fonctionner. Sinon, je verrai juste pas le lien et en fait ça servira à rien. Est-ce que c'est C'est un petit peu ça, c'est-à-dire que quand on essaie de favoriser un transfert high road, c'est explicite, et donc c'est effectivement c'est se donner un contrôle sur ses propres stratégies. C'est aller rechercher effectivement des situations qui vont être des situations, enfin, des éléments communs dans les différentes situations. C'est tout à fait ça, oui, bien sûr. Alors, sachant que pour certains élèves, ça va se faire de façon implicite, hein, mais voilà, ils vont reconnaître directement. Mais voilà, évidemment, c'est pas le cas de tout le monde. Et évidemment, un des intérêts de l'enseignement, c'est de le rendre conscient. Alors, l'étude. Alors, donc c'est dans l'agglomération de Grenoble. Donc Grenoble, c'est là. Voilà, tout près des montagnes qui sont pas suffisamment enneigées en ce moment, mais bon. On 46 écoles, 2500 et quelques élèves, 109 enseignants, tous volontaires. On a fait un appel à volontariat. Il y a eu 109 enseignants qui se sont déclarés volontaires. On les a tous pris. On a pris des classes de CM1 et de CM2. Alors, on avait fait quelques analyses de puissance auparavant. Bon, on n'était pas très loin on aurait voulu 117 classes, 2800 élèves, etc. Enfin, compte tenu des tailles moyennes de classe, évidemment, c'est toujours un peu approximatif tout ça. Voilà, on n'était pas trop mécontents du nombre finalement d'enseignants volontaires qui avaient pu se dégager. Alors, il n'y a pas le nombre d'élèves, d'enseignants qui ont été répartis dans une condition ou dans l'autre, dans condition Scratch ou dans la condition contrôle, n'est pas équilibré parce qu'au départ, on avait prévu de faire des activités périphériques en même temps. Et que donc, dans le groupe Scratch, il y aurait en plus une espèce de sous-groupe qui ferait des activités périphériques. Et malheureusement, ces activités périphériques, elles n'ont pas vraiment pu se dérouler comme on le souhaitait. Donc voilà, finalement, on peut considérer que c'est un groupe homogène. Alors, du point de vue de la formation, évidemment, on avait des contraintes assez fortes, puisqu'on voulait que ce soit des notions spécifiques qui soient enseignées, on voulait qu'elles soient enseignées au même moment, avec des durées, évidemment, qui sont équivalentes d'un groupe à l'autre. Et donc, on a formé tous les enseignants. Donc, tous les enseignants ont reçu une formation de 3 heures en didactique des maths sur l'enseignement de ces trois notions, pour s'assurer que tout le monde avait un niveau, enfin voilà, équivalent à peu près sur les concepts de didactique des maths. Et alors, évidemment, le groupe Scratch a eu une formation supplémentaire puisqu'il a fallu les former à Scratch. Donc, les former à utiliser Scratch et à enseigner sur Scratch. En plus de ça, tous les enseignants ont eu un lien où tout le matériel pédagogique était mis à disposition. Et comme tous les enseignants étaient volontaires, et que l'expérimentation s'est déroulée sur un semestre, le semestre suivant, le groupe contrôle a bénéficié de la formation Scratch et de tout le matériel. Sachant que le matériel, il a été en grande partie acheté par la mairie de Grenoble, les ordinateurs et tout ça. Comme il n'y avait quand même pas 50, je sais pas combien, 70 sets d'ordinateurs, on le faisait circuler comme ça dans les écoles. Le design est le suivant. On a pré-testé les élèves donc par un test général d'acquisition mathématique.
On a fait également un pré-test de motivation en maths, de sentiment de compétence en maths et d'anxiété en maths. Après quoi se sont déroulées les séquences dans l'ordre suivant. D'abord la division euclidienne, puis la décomposition additive, puis les fractions, sachant que les fractions concernaient que le CM2. À chaque fois, et chaque séquence était composée de 4 séances d'1 heure à peu près. Donc 4 heures d'enseignement de la notion. À chaque fois, les élèves étaient pré-testés sur la notion en question, donc quelles étaient leurs connaissances en division euclidienne par exemple, et ils étaient post-testés, donc à la fin de chacune des séquences dans la dimension étudiée. Et puis, en bout de course, on leur a refait passer des post-tests de motivation, de sentiment de compétence en maths et d'anxiété en mathématiques. Évidemment, les pré-tests qu'on a fait passer, le test général initial, c'est pour essayer de capter au mieux les habiletés des élèves, y compris donc par les pré-tests des séquences dans les habiletés spécifiques, de manière à être sûr que les groupes soient vraiment bien équivalents, même si tout ça avait été aléatoirement réalisé. Alors, dans des études comme ça, la question de la faisabilité, de l'acceptabilité, du réalisme finalement des choses est important. Et donc c'est important de questionner les enseignants, c'est ce qu'on a fait, donc à l'issue de la formation qu'ils ont reçue. Donc à l'issue de la formation donc initiale à l'enseignement de ces notions, de formation didactique finalement, on leur a dit, par exemple, est-ce que vous avez l'impression de maîtriser la séquence division euclidienne? Donc voilà leur réponse. Vous avez en orange le groupe papier-crayon, enfin un groupe contrôle, en bleu le groupe informatique. Vous voyez que globalement, les gens se sentent plutôt, voire tout à fait prêts à enseigner la division euclidienne. Alors il y a évidemment des petites différences. On est assez proche finalement que ce soit le groupe Scratch ou le groupe Control. Même chose pour les nombres entiers. Alors peut-être un petit peu plus de gens qui se disent prêts, qui disent maîtriser côté papier-crayon, mais vraiment c'est des différences assez infimes. Pascal, Oui. sur ce graphe et même plus sur l'autre, je trouve quand même qu'il y a, et moi je trouve qu'il y a une différence un peu dans les marges. Tu vois, tu bascules de moyennement à tout à fait quand même. On sent que les gens dans le groupe informatique sont peut-être un peu déstabilisés, non? Déstabilisés peut-être pas, disons qu'on est. Si tu prends plutôt et tout à fait, ils sont 72%, alors que les autres ils sont 83%. Donc oui, il y a des petites différences. Il y a des petites différences qui nous semblent pas colossales. Surtout en fait pas colossales au vu de l'ensemble des 3 graphiques. C'est peut-être là que les différences sont les plus marquées. Tu vois ici par exemple, bon, c'est peut-être un peu moins marqué. Oui, non, c'est aussi un petit peu marqué sur les fractions. Oui. Donc effectivement, un sentiment de maîtrise quand même peut-être un peu moindre, disons. Voilà. Dans des marges qui semblent qui semblent pas dramatiques, quoi. Ensuite, on a aussi demandé au groupe Scratch s'ils sentaient, eux, avoir une maîtrise suffisante de Scratch lui-même. C'est-à-dire, est-ce qu'ils se sentent suffisamment bons dans Scratch lui-même? Vraiment, là. Il y en a 18% qui se disent plutôt non ou pas du tout. Donc, voilà, ça peut aussi poser des problèmes de maîtrise. Voilà, globalement, bon, voilà, il n'y a rien de catastrophique. Ils sont quand même, voilà, plutôt assez nombreux. Ils ont 60% à se dire maîtriser Scratch. Mais évidemment, probablement que la maîtrise pourrait être meilleure. Alors, si je vais au résultat,
donc, sachant qu'on contrôle le niveau initial des élèves, etc., et puis qu'on on a donc voilà donc les effets expérimentaux sur les acquis des élèves. Donc, division euclidienne, c'est la première séquence. Donc au terme de la séquence, les acquis des élèves du groupe expérimental sont à 16% d'écart type en dessous des acquis du groupe contrôle. Donc on a un effet significatif et négatif de l'expérimentation. Pascal? Oui. Juste, excuse-moi, j'ai pas bien compris. Okay. En fait, dans le groupe traitement, ils font uniquement le logiciel ou ils font un mix de logiciel et de ce qui se fait dans le groupe contrôle? Alors, ils ont un enseignement de la notion qui se fait sous le logiciel Scratch. Et puis la dernière séance, donc la 4e séance, est une situation qui est une situation papier-crayon dans laquelle ils réalisent des situations de division euclidienne ou de décomposition. Donc, ils n'ont pas travaillé que sur Scratch, ils ont aussi travaillé d'une certaine manière la résolution algébrique sur du papier-crayon. D'accord. Donc, dans le groupe traitement, les profs ont eu qu'1 heure pour leur expliquer. Le reste, c'était Scratch, alors que dans le groupe contrôle, ils ont eu 4 heures, c'est ça? Voilà. Alors, ils ont eu dans les deux cas 4 heures pour apprendre la notion, mais les uns ont fait exclusivement du papier-crayon pendant 4 heures, Ok. les autres ont fait du Scratch pendant 3 heures Ok. et du papier-crayon pour appliquer tout ça. La séquence 2, décomposition additive, on est à moins 19% d'écart type pour le groupe expérimental. Et pour les fractions, donc qui ne concernaient que les CM2, on est à moins 21% d'écart type pour le groupe expérimental. Alors, bon, évidemment, on est bon, il y a une espèce comment dire, de déception hein, suite à tout ça. Quand on regarde la littérature vraiment sur les essais randomisés à relativement grande échelle, y compris en mathématiques, je ne parle pas que du numérique, là, hein, je prends tout, enfin, l'ensemble des RCT à grande échelle qui sont faits sur l'enseignement des mathématiques, nous, on est clairement dans une queue de distribution. Hein, même si l'effet moyen des RCT, il n'est pas énorme, il est quand même du côté positif et on est vraiment à la traîne. Hein, donc, on est vraiment sur, relativement à l'ensemble des RCT qui peuvent se faire dans l'ensemble des mathématiques, on est vraiment sur des effets qui sont parmi les effets les plus faibles qui sont enregistrés là. Donc, évidemment, ça pose des questions sur le dispositif qui a été mis en place. On note pas d'effet d'interaction notable, c'est-à-dire que, en gros, ça pénalise, entre guillemets, tous les élèves, qu'ils soient faibles, qu'ils soient forts. Ça ne réduit pas les inégalités, ça ne les accentue pas non plus. On a également testé les effets sur la motivation, sentiment de compétence et l'anxiété. Et là, les résultats sont non significatifs. Mais peut-être là, il y a un petit biais. On aurait probablement dû mesurer ça en fin de séquence. C'est-à-dire, en fin de séquence, dire, voilà, en gros, est-ce que ça t'a plu de faire ces séquences-là on avait des mesures un peu plus générales liées à la motivation autodéterminée, par exemple. Enfin, donc, c'est pas, comment je dirais, c'est probablement pas les résultats les plus solides. En tout cas, il faut les interpréter comme étant, voilà, c'est à peu près 2 semaines après que toutes ces séquences soient faites, on a interrogé les élèves sur leur sentiment de compétence en maths, leur motivation en maths, leur anxiété en maths, et globalement, compte tenu de toute cette temporalité-là, on ne voit pas de différence. C'est-à-dire que Scratch n'a pas aidé à favoriser ni la motivation, ni le sentiment de compétence, ni à réduire
l'anxiété. Alors, bon, manifestement, le transfert d'apprentissage ne s'est pas produit comme prévu, hein, malgré tous nos efforts pour que ça se fasse le mieux et de façon la plus explicite possible. Nous, on exclut un peu l'idée que ce soit une maîtrise insuffisante de Scratch de la part des élèves qui soit à l'origine de ça. Tout simplement, pourquoi? Parce que les effets, ils ont plutôt tendance à s'amplifier dans le temps. Donc, avec le temps, si c'était juste une question de maîtrise, on aurait dû voir une différence. Donc là, maintenant, on en est ramené à faire des hypothèses, hein, des hypothèses interprétatives qui sont un peu des hypothèses, finalement, je ne sais pas comment dire, post-hoc ou ad hoc. Peut-être un problème de charge cognitive. Finalement, quand on fait des séances comme ça, les élèves doivent gérer en simultané deux registres, hein, le registre algorithmique et le registre algébrique. C'est peut-être une difficulté pour l'apprentissage. Les observations qu'on a faites en classe montrent que quand même les élèves, ils aiment bien manipuler l'interface et qu'ils aiment bien aller vers les menus déroulants d'options, tout ça. Donc, il y a peut-être quelques petits détournements d'attention. Peut-être que une partie des feedbacks des enseignants est détournée vers la gestion et l'utilisation du matériel ou du logiciel, donc plutôt que spécifiquement sur l'enseignement des notions. Là encore, on a fait quelques observations, mais en fait, ce qu'on a fait, c'est un peu des carottages. On n'a pas fait ça systématiquement, mais on a vu, par exemple, dans certaines classes, des choses un petit peu comme ça. En tout cas, nous, ce qu'on dit, alors, évidemment, c'est compte tenu de la fabrication des séquences, hein, telles qu'elles ont été conçues, compte tenu du temps qui a été passé, etc., en termes d'implication pratique, il nous semble que l'idée de remplacer, parce que c'est ce qui a été fait là finalement, c'est-à-dire qu'on remplace des séances traditionnelles par des séances Scratch, l'idée de remplacer entièrement des séances traditionnelles par du numérique comme ça, c'est probablement, en tout cas ça ne me semble probablement pas être une très bonne idée. Parce que justement, maintenant, on se dit que la gestion de la charge cognitive est probablement trop élevée. En revanche, évidemment, ça n'enlève rien à l'utilité de ce genre d'outils dans toutes les activités complémentaires et toutes les activités qui pourraient être justement, par exemple, personnalisées. Là, il y a évidemment tout un domaine à explorer. Alors, je vais terminer juste sur ce qui me semble être en fait une grande partie de l'utilité des essais randomisés contrôlés avec des vraies mesures d'acquisition d'élèves, etc. Parce que la question, comme je l'ai dit, évidemment, la faisabilité, l'utilité, etc., chez les enseignants, elle est très importante. Et nous, on a questionné les enseignants Scratch après l'expérimentation. Et donc, on leur a posé la question, par exemple, est-ce que vous trouvez que les élèves sont motivés pour les séances avec ordinateur? Alors, oui, ils sont en grande majorité d'accord ou tout à fait d'accord. De façon générale, est-ce que les élèves développent plus de motivation pour les séances avec ordinateur que pour les séances traditionnelles? Vous voyez, ils sont encore là très largement d'accord. Lorsqu'on leur dit, est-ce que effectivement les séances de maths permettent de travailler le sens des notions mathématiques, pas seulement l'opération elle-même, évidemment, on sait qu'il faut acquérir des structures profondes, donc le sens des opérations mathématiques, là encore, ils sont majoritairement d'accord. Et quand on les interrogeait de façon informelle, ils étaient tous contents vis-à-vis de ça. Et on a travaillé, ça je ne l'ai pas dit, mais en collaboration avec l'inspection académique, et l'inspection académique nous a tout de suite dit, après, écoutez, on a des retours formidables des enseignants, ils sont extrêmement contents, et donc on voudrait inscrire au PAF, donc au programme académique de formation, la formation Scratch, parce qu'on se rend compte que les enseignants sont extrêmement contents de ça.
Alors évidemment, quand on a eu le résultat, on leur a dit, oulala, attendez, on va peut-être pas l'inscrire comme ça parce que ça n'a pas les résultats attendus. En tout cas, ça montre très clairement le décalage entre ce qu'on peut percevoir en tant qu'enseignant, ce qu'on peut ressentir en tant qu'enseignant, et on peut être très content des séquences, on peut avoir l'impression que les enfants sont motivés, qu'ils apprennent bien, etc., alors que les données objectives, entre guillemets, montrent que, en fait, c'est pas tellement le cas, quoi. Donc voilà, je voulais terminer là-dessus. Je ne sais pas si, enfin, j'imagine laisser un temps à avoir la discussion. Ouais, super, merci beaucoup. Merci Pascal. On a encore une petite dizaine de minutes. Est-ce qu'il y a des questions? J'ai vu qu'il y avait des questions dans le chat. Peut-être vous voulez les poser directement et brièvement pour qu'on ait un tout petit peu de temps pour répondre et prendre d'autres questions. Je vois qu'il y a une personne qui a levé la main. Oui. Je l'ai posée dans le chat, mais du coup, je vais la reposer ici. Déjà, merci pour votre présentation, c'était très intéressant. Je me posais la question quand vous montriez la différence de distribution des attitudes des enseignants, de leur sentiment de confiance vis-à-vis du programme et vis-à-vis des notions avant les graphiques que vous aviez avant l'intervention. Est-ce que les différences dont on parlait, elles sont statistiquement significatives? Et est-ce que vous avez contrôlé pour ces différences-là? Enfin, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer qu'il y a un effet enseignant qui est caché un petit peu, comme il semble que les enseignants qui ont été affectés au numérique semblaient un peu moins sur d'eux? Enfin... Voilà. Alors, effectivement, on a contrôlé ça, on a fait des modèles qui intégraient ça et ça ne changeait rien du tout. Voilà. Ça ne changeait rien du tout à l'effet négatif de Scratch. Donc, l'effet ne semblait pas dépendre du sentiment de maîtrise des enseignants. Et est-ce que les différences sont statistiquement significatives? En fait, je l'ai plus en tête. Mais on peut partir sur l'idée que ça l'est. Hein. Simplement, ça peut l'être statistiquement et en même temps considérer que, voilà, globalement, les différences ne nous semblent pas énormes. Mais ce qui ne veut pas dire que, là encore, que c'est sans, comment dire, que c'est sans conséquence. Hein. Madame Roux. Oui. Allez-y. Oui, j'avais une question sur les observations, sur la manière dont il y a des interactions individuelles avec les élèves ou des interventions collectives dans la classe, dans les deux contextes avec Scratch et classique papier-crayon. Parce que ce que Mara Aboud avait observé dans des classes de secondaire, c'est qu'avec le travail sur ordinateur, les petits groupes de 2 devant l'ordinateur étaient traités comme des mini-classes et qu'en définitive, globalement, l'enseignant avait moins de temps pour faire partager à tous les élèves un certain nombre de choses qui leur étaient en fait communes, comme difficultés ou solutions. Et je me pose la question, est-ce que vous avez ces éléments-là? Alors, non, pas complètement. Alors, un des manques de cette étude, enfin, une des lacunes de cette étude, c'est qu'on n'a pas déjà, on n'a pas de mesure de la qualité de l'implantation. C'est-à-dire qu'on peut imaginer que parmi l'ensemble des enseignants, certains ont plus ou moins respecté les consignes, par exemple, ont plus ou moins bien explicité cette question de transfert. Donc c'est évidemment une limite de l'étude. Les observations qu'on a faites, comme je l'ai dit, elles n'ont pas été systématiques. On a pu aller dans quelques classes comme ça à certains moments. Donc, non, je ne peux pas vous dire que cette chose que vous relevez, on l'a observée spécifiquement. Néanmoins, vous voyez, dans les hypothèses qu'on a, on a vraiment effectivement des hypothèses liées aux contraintes de l'environnement sur le travail des enseignants. C'est-à-dire que, en termes de... Il est possible, en effet, qu'en termes de temps dédié à l'enseignement, en termes d'informations utiles, d'explicitation, que ce temps
soit réduit par la contrainte justement numérique, de gestion de matériel, etc. Donc, je ne peux pas vous dire qu'on a observé ce que vous dites là, mais en tout cas, c'est quelque chose qui, moi, me semblerait plausible, en tout cas comme une des pistes à explorer. Alors, une chose que je n'ai pas dite, c'est que en fait, il y a un IFRAN suivant, et donc, du coup, il y a un Expire 2, et c'est le projet d'Expire 2 d'aller explorer ces choses-là, de manière, alors, sur de moindres dimensions, mais de manière beaucoup plus comment dire, qualitative, observationnelle, etc. Ok. Merci. Il y a d'autres questions? On a encore le temps, je pense, pour une, peut-être deux. Non, pas de question. Du coup, moi juste une question, peut-être pas, enfin, un peu naïve, mais tu vois, j'avais compris quand on avait fait des choses sur la démarche d'investigation que, que si ce n'était pas parfaitement maîtrisé par les enseignants comme méthode, ça pouvait être contre-productif. J'ai l'impression qu'il y a une littérature qui dit un peu ça, que c'est très sensible à la manière dont c'est fait, est-ce que c'est correctement étayé, etc., si ça bascule pas trop loin de l'enseignement explicite, et ainsi de suite. Et donc, est-ce qu'il peut y avoir ici quelque chose de cet ordre, c'est-à-dire que ce soit quelque chose qui, en termes de démarche pédagogique, est peut-être plus compliqué à bien faire parce que c'est moins habituel pour les enseignants. Et du coup, à la fin, c'est plutôt moins bien fait, moins bien mis en œuvre que papier-crayon, qu'ils maîtrisent bien comme outil, tu vois. C'est pour ça, en fait, c'est parce que j'avais ça un peu derrière la tête quand tu as montré justement les graphes qui sont là. Est-ce qu'il peut y avoir quelque chose de cet ordre? C'est-à-dire, en fait, c'est plus compliqué, c'est déstabilisant pour les enseignants où ils le maîtrisent moins bien, un peu comme la démarche d'investigation dans certains cas. Et finalement, si c'est pas bien maîtrisé, c'est contre-productif. Ouais. Alors, dans l'enquête qu'on a faite, évidemment, l'enquête post-expérimentation, voilà, je ne vous ai pas tout mis, mais on a plutôt le sentiment d'enseignants satisfaits qui pensent que les séquences se sont bien déroulées et qui n'expriment pas de problème majeur de maîtrise, par exemple, et qui nous diraient « oh là là, votre truc, c'est très compliqué, c'est très infaisable ». Donc, on n'a pas du tout le sentiment d'enseignants débordés en situation de non-maîtrise. Ce qui ne veut évidemment pas dire que pour autant qu'ils maîtrisent objectivement totalement la situation. Mais là, en l'occurrence, c'est juste une interprétation, hein, mais j'aurais plutôt tendance à dire que le dispositif crée un certain nombre de contraintes, ou en tout cas de caractéristiques, qui peut-être me semble en tout cas primer sur juste une question de maîtrise de la séance par les enseignants. Et je dis ça parce que, là encore, on pourrait supposer que les enseignants maîtrisent mieux la troisième séquence que la première. Ouais. Alors qu'on a plutôt des effets qui, en tendance, en tout cas, en tout cas, ne s'améliorent pas, quoi. Après, comme c'est dit dans un des commentaires déjà, c'est difficile de comparer parce que les fractions, c'est peut-être un petit peu plus compliqué aussi que la décomposition des chiffres par dizaines, centaines, milliers. Donc, ouais. Tout à fait, oui, tout à fait. Ouais. Tout à fait. C'est Patrick Lemaire, je crois, qui disait ça, effectivement. Ouais. Il y a Monica, je crois, qui a levé la main. Une dernière question alors, parce qu'on a atteint le... Merci pour votre intervention et votre étude. Oui, ma question portait sur, par exemple,
l'évaluation des fractions, est-ce qu'elle portait plutôt sur le sens des fractions, le sens des relations entre les fractions ou les opérations, ou des habiletés plutôt procédurales pour savoir calculer, appliquer une règle, une formule? Et en général, dans les trois, est-ce que c'était plutôt procédural ou pour vraiment développer un sens de ce qu'ils font? Alors, les séquences étaient quand même programmées vers le côté sens de l'opération et non pas juste application et non pas juste application. Vous pouvez donner un exemple sur les fractions? Question, je ne sais pas si... Alors, j'ai le matériel. Alors, ce que je peux faire, par exemple, c'est vous envoyer le matériel sur les fractions. Oui, alors, ça m'intéresserait, merci. Parce que là, ça veut dire qu'il faut que j'aille chercher dans mes documents. Alors, je les ai, hein, mais ils sont pas. Je suis désolé, c'est pas directement accessible ici. Mais on a le matériel. Donc ça, oui, bien sûr, je peux vous l'envoyer. Les didacticiens avec qui on a travaillé. Alors, vous me direz si vous êtes d'accord avec ça, mais au vu des analyses, mais ils sont quand même très sensibles à l'idée que faire des fractions, c'est comprendre le sens des fractions, c'est pas juste écrire un tiers ou deux demi. Deux demi, c'est simple. Parce que, comme vous savez, dans les Teams, montre que les CM1 en France, la performance des fractions est vraiment au bas de l'Europe. Donc, c'est un problème important pour moi. Et voilà. Oui. Alors, vraiment, un contexte que je n'ai pas dit, qui est un contexte français, mais qui n'est pas la raison de l'étude, mais qui était un petit peu en background, c'est quand même, on a quand même en background des résultats très mauvais des élèves, notamment de cours moyens aux évaluations Teams. Et puis, la dégringolade des résultats en maths depuis 30 ans, hein, tel qu'observé par l'ADEPE. Donc ça, on l'a un peu on l'a quand même un petit peu en background. Merci. Merci. Je crois que la séance est terminée. Merci beaucoup, Pascal. C'était super intéressant. Merci à vous tous d'être venus. Le prochain séminaire ID est en présentiel le 10 mars. On parlera de l'enseignement des mathématiques, précisément. On va continuer dans la même lignée. Merci beaucoup à tous. À bientôt. Au revoir. Merci de votre écoute et de votre invitation. Au revoir.